Bienvenue au club, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir Christian Lara. Bonsoir. Le club ATV Communication Caraïbes RCI, c'est le rendez-vous avec celles et ceux qui préparent notre avenir, qui participent à la vie du monde. Vous êtes metteur en scène de cinéma, l'histoire vous passionne, vous tournez en ce moment votre 17e film en Martinique, Le Mystère Joséphine. Quelle est la place du 7e art aux couleurs antillaises? Culture, économie et politique font-ils beau ménage? Où est la relève? Autant de questions à un créateur qui n'a pas sa langue dans la poche. Nous sommes ce dimanche soir sur ATV et RCI. Face à vous, Jean-Philippe Ludon, rédacteur en chef de Radio Caraïbes International. Bonsoir. Eddy Marajo, directeur de Business News. Bonsoir. Karl Sivat, rédacteur en chef d'ATV. Bonsoir. Bonsoir. Et pour Communication Caraïbes, Patrice Louis avec votre portrait. Plantons le décor, l'église des Trois-Îlets, où une future impératrice a été baptisée, un silence religieux, sur un banc, une jeune et jolie noire à peine vêtue d'une courte robe blanche, soudain une voix d'homme tonitru sous la nef, moteur, action. Christian Lara tourne la séquence 226 de son dernier film, Le Mystère Joséphine, un Da Vinci Code créole. Indication à la comédienne, joue juste, nous ne sommes pas dans la baie des flamboyants. Sacré Lara, toujours le mot qui fait mouche, surtout s'il est méchant. Lara, il n'y en a qu'un. À 14 ans, ce Guadeloupéen se rend compte qu'il n'existe aucune image de son petit pays. Comme il faut que ça change, il fera du cinéma. Après un passage au Figaro comme journaliste, salut confrère, premier noir dans le prestigieux quotidien, il se lance. Cinéphile averti, il se cherche un maître, comme le faisaient les peintres à la Renaissance. Il trouve Ingmar Bergman. Il file en Suède, montre ses courts-métrages. Le maître du métaphysique à l'écran ne lui donne qu'un conseil, continuez. Le journalisme est jeté aux orties. Adieu confrère. Première œuvre, Jeu de dames, en 1975, suivront entre autres Coco la fleur candidat, Chapelain, Mamito, Adieu foulard, Black, Une sacrée chabine, Sucre amer, 1802, l'épopée guadeloupéenne. En attendant, Un homme à femme, pas terminé, et qui me fait penser que Christian Lara doit être un sacré séducteur. Ah, pour emballer rien de tel que le ciné. Après 17 films, Christian Lara court toujours après la Palme d'Or à Cannes qu'il a promise il y a longtemps. Moi, pour l'ensemble de son œuvre, et parce que c'est le premier, le plus constant et le plus attachant des metteurs en scène antillais, non seulement je lui délivre la Palme d'Or, mais j'ajoute une deuxième et le tuba qui va avec. Christian Lara, quand vous écoutez un tel portrait avec différentes séquences de votre vie, vous réagissez comment? Eh bien d'abord, je remercie Patrice de ce portrait, mais il y a deux petites erreurs. La première, c'est qu'il dit que je cours après la Palme d'Or. C'est faux. Je cours après l'Oscar. La Palme d'Or ne m'intéresse pas du tout. Et deuxièmement, il dit que j'ai mon franc-parler. Alors aujourd'hui, je vais, pour les téléspectateurs et pour les auditeurs, évidemment, je vais être un peu à découvert. Sa casquette et ses lunettes noires. On va parler franchement, pour une fois, du cinéma, puisque vous avez la gentillesse de me recevoir. Alors allez-y, messieurs. Christian Lara, vous dites que vous parlez à découvert aujourd'hui. On a cette chance de pouvoir vous demander, ceux qui vous parlez des gens qui n'aident pas, est-ce qu'il s'agit d'un problème de personne, Christian Lara, ou c'est parce que vous revenez à l'histoire de Joséphine? Alors, et quand vous dites des gens, vous parlez de qui précisément? Je crois qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire Christian Lara dérange parce qu'il parle et il dit la vérité. Moi, vous voyez, je suis un homme apolitique. Pour moi, un metteur en scène se situe au-dessus de la politique, c'est-à-dire qu'un metteur en scène, quel qu'il soit, il doit indiquer des pistes politiques de façon à ce que les politiques puissent récupérer quelque chose, quelques idées, parce que, hélas, nos politiques n'ont pas souvent d'idées. Ils veulent le pouvoir, mais pourquoi faire, on se le demande. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Maintenant, Joséphine, oui. Arrivé en Martinique, je crois que certaines personnes ont cru que c'était un film sur Joséphine de Beauharnais. Or, c'est le mystère Joséphine. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de Joséphine. Donc il y a certainement eu une confusion. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a aussi, disons, quelques petits règlements de compte. Ça, vous êtes au courant, ça. Donc les gens, pas de nom pour l'instant? Non, ce n'est pas une question de nom, parce que je pourrais vous dire que c'est le président Marie-Jeanne, par exemple. Ça, c'est un disque. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui-même. C'est-à-dire que je crois plutôt que ce sont ses conseillers qui l'ont mal conseillé, entre autres, qui lui ont dit, écoutez, président, voilà un film, j'y parle de Joséphine, et comme lui, il a dit, ok, on n'aide pas. Mais par contre, quand je rencontre des
institutionnels, comme le président Lise ou comme le maire de Fort-de-France, Serge Letchimy, et que je leur parle, ils comprennent très vite. Et à ce moment-là, ils m'encouragent et ils m'aident. Vous savez, pour revenir un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevry, elle-même, ne voulait pas du tout m'aider. Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoutez, présidente, voilà, je fais un cinéma guadeloupéen pour la Guadeloupe, vous êtes président de la région Guadeloupe, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons rester longtemps, disons, l'un opposé à l'autre? Elle me dit, oui, mais vous n'êtes pas de notre bord. J'ai dit, mais votre bord, je m'en fous. Si j'ai envie de taper sur vous, je taperai sur vous. Mais par contre, je fais du cinéma qui, lorsque vous serez plus là, mon cinéma existera toujours. Elle a commencé à m'aider, voilà. Pour que ce soit bien clair, vous avez évoqué des règlements de compte, comme si tout le monde comprenait. Ceux qui ont de l'argent ne vous aident pas, et ceux qui vous aident n'ont pas d'argent. Exactement. Mais ils ont quand même une qualité, c'est qu'ils ont la ferme volonté de faire avancer la culture de nos régions. Et ça, c'est important. Eddie Margeau. Alors, ce qui est assez génial dans cette histoire, c'est que personne ne comprend strictement rien au mystère Joséphine. Alors, avant qu'on fasse de la politique, parce que c'est ça le truc intéressant, dites-nous, expliquez-nous cette histoire de mystère. Alors voilà, c'est un professeur martiniquais, Léo Elisabeth, qui un jour, en faisant simplement un recensement des trois îlets, découvre un acte de décès de 1791 au nom de Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Il dit, tiens, c'est bizarre. Mais lui, il met ça de côté. Et quelques années plus tard, 14 ans plus tard, quelqu'un me passe cet acte de décès. Et moi, je dis, c'est quand même curieux que personne n'ait réagi entre-temps, à part un de vos confrères de la presse écrite. Et je regarde ça, je vérifie cette information, je vais aux archives départementales, je retrouve l'acte. Or, officiellement, Joséphine, donc Marie-Joseph Rose, c'est Napoléon qui a surnommé Marie-Joseph Rose Joséphine. Joséphine de Beauharnais est censée être morte, impératrice des Français, en 1814. 2 actes de décès pour une seule personne, pour moi ça fait désordre. Et on fait la comparaison avec le Da Vinci Code. C'est pertinent? Oui, il y a une quête. Il y a une hypothèse et une thèse évidemment, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le metteur en scène que je suis s'empare de cette histoire et décide de faire un film, mais sur ce mystère Joséphine. Pourquoi 2 actes de décès alors que, pour être très schématique, la famille Tachère de la Pagerie avait 3 filles, Marie-Joseph Rose, Catherine Désirée, Marie-Françoise. Actuellement, nous avons une qui a 2 actes de décès, une qui a 1 acte de décès puisqu'elle est morte à 13 ans, et une autre qui n'a pas d'acte de décès. C'est-à-dire que voilà 3 jeunes filles qui sont nées aux 3 îlets, ça on en est sûr, et 2 ont des problèmes d'acte de décès. En clair, vous êtes en train de nous dire que la petite, la dernière, en réalité, aurait pris la place de Joséphine. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, ça ne secoue personne, en fait. Elle n'a pas pris la place de Joséphine, elle est devenue Joséphine. Elle a pris les papiers d'identité de sa sœur aînée. Elle s'est mariée avec Bonaparte sous les papiers de sa sœur aînée, donc vous êtes qui était morte donc et vous qui est êtes devenue impératrice. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a une Antillaise qui a berné un empereur français. Non, pas berné. Parce que certainement, on ne berne pas Napoléon comme ça. Elle a dû le lui dire, et pour justement ne pas être berné, Napoléon a tranché en disant, dorénavant, tout le monde t'appellera Joséphine. Comment on ne fait pas les dossiers de l'écran ici est-ce que, quand le mot « fin » va apparaître sur l'écran de cinéma, le spectateur de votre film a la réponse? Absolument. D'accord. Mais pas seulement pour cette réponse. Bien sûr. Il en a d'autres. Jean-Philippe Ludon. Mais une réponse qui est une réponse historique, parce que lorsque vous nous dites ça, beaucoup de ceux qui nous écoutent sur RCI et qui nous regardent à la TV se disent certainement, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est marrant effectivement qu'aucun historien ne se soit pensé dessus, et il y a peut-être une vérité historique derrière. Non, oui, il y a une vérité historique. Alors, pour vos téléspectateurs et pour vos auditeurs, je dirais que j'ai mené une véritable enquête pendant plus de 9 mois en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, c'est-à-dire à Rueil-Malmaison et à Saint-Domingue. Parce que, par exemple, un petit détail de rien du tout, mais à Saint-Domingue, donc cette Marie-Joseph Rose de Beauharnais avait des plantations
en Saint-Domingue. Et vous savez qui était son géreur? Dites-nous. Toussaint Louverture. C'était le fondé de pouvoir de Madame Bonaparte. Ce qui explique un peu mieux pourquoi Napoléon, après, l'a foutu un peu au fort de Joux. Candidat. Christian Lara, dites-nous, un savoir-faire authentiquement antillais au cinéma, est-ce que ça existe? Oui. Comment on pourrait le définir, justement, ce cinéma antillais? Ah, écoutez, quand je suis rentré en cinéma, c'est un peu comme en sacerdoce, j'ai essayé de définir tout de suite les 5 points indispensables pour qu'un film, quel qu'il soit un film antillais. D'abord, il faut que le metteur en scène ou réalisateur soit antillais. Deuxièmement, il faut que l'acteur ou les acteurs principaux soient antillais. Troisièmement, que l'histoire parle d'un problème antillais. Que le décor soit antillais et que partiellement la langue parlée soit créole. C'est-à-dire que si vous avez 3 de ces 5 éléments, c'est un film antillais. Le problème, c'est qu'actuellement, on veut nous faire croire que certains films sont antillais alors qu'ils ne répondent pas du tout à ces critères. C'est un peu comme si je disais qu'un roman de Glissant écrit au Canada par X ou par Y était un roman créole. Pardonnez-moi, c'est un critère qui est reconnu par vous, Christian Lara, non, ou par la profession? Non, par la profession. Par la profession, parce que, non, vous savez, j'ai eu la chance de porter sur les fonds baptismaux le cinéma antillais avec Coco Lafleur candidat, mais depuis, le cinéma m'a échappé. Ce cinéma antillais m'a échappé, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de label Lara sur le cinéma antillais. Et par conséquent, il y a tous ceux qui ont suivi, et surtout les structures, ont reconnu que ces 5 points étaient indispensables. Et quand le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma créent leur fonds d'aide au tournage en Outre-mer, est-ce qu'ils ont les mêmes critères que vous? Alors là, c'est ça, c'est que de plus en plus, il y a une espèce de déviation. Vous savez très bien que souvent, ce sont des opportunistes, parce que la plupart de ceux qui veulent absolument faire du cinéma sont prêts à toutes les compromissions pour faire un film. Le problème est là. Est-ce que ça veut dire que certains affirmant faire du cinéma antillais sont des menteurs? Non, 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 parce qu'ils veulent faire du cinéma avant tout. Donc pour eux, c'est comme ils sont antillais. Ils estiment que ceux qui vont... Quelles sont les thématiques de notre histoire, de notre quotidien, ou de notre quotidien, qui mériteraient d'être filmées? Il faut redresser la barre. Moi, quand j'ai fait un film qui s'appelle 1802, l'épopée guadeloupéenne, je l'ai présenté à Los Angeles. Et une vieille négresse qui a assisté à la projection est venue me dire, brother en américain, merci, ce film-là m'a aidé à me redresser. Pourquoi redresser? Parce qu'elle était complexée. Moi, je vais vous montrer quelque chose, par exemple, qui est, pour moi, je cherche, parce que comme vous m'avez mis un micro là, je cherche mon portefeuille. Ça ne me quitte jamais. C'est tout simplement une chose, pour moi, essentielle. C'est l'acte d'affranchissement de mon arrière-grand-père. Acte d'affranchissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon arrière-grand-père seulement a été esclave, a été affranchi en 1843, c'est-à-dire 5 ans avant l'abolition de l'esclavage. Et qu'est-ce que ce type a fait? Il avait 21 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 choses, tout de suite. Devenu libre, il a racheté sa mère pour qu'elle puisse mourir libre. Sa mère africaine. Et deuxièmement, il a participé avec d'autres libres à un journal qui s'est appelé Le Progrès Social pour informer ses autres frères dans la servitude. Est-ce que vous ne croyez pas que moi, l'arrière-petit-fils de cet homme, je ne suis pas fier de ce type, mais je ne suis pas le seul à avoir un arrière-grand-père esclave. Nous avons tous plus ou moins des arrière-grands-pères esclaves. Mais ce document que vous avez sur vous, c'est pour le montrer. À qui le montrez-vous en priorité? À moi. Pour ne pas oublier qui je suis et d'où je viens.